Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Renaud Père, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes à la fois vice-président au logement, mais aussi porte-parole de Voix Commune, voilà, à l'approche des prochaines élections métropolitaines. Je vais d'abord m'adresser au vice-président au logement, qui incarne un peu un paradoxe de ce mandat. Si on interroge les professionnels, vous êtes souvent reconnu pour votre sérieux, votre engagement, pour le nombre d'initiatives que vous prenez dans le domaine du logement. Mais si on regarde la réalité de la crise du logement, elle est toujours là. Est-ce qu'au final, au bout de 5 ans, vous dressez un constat d'échec malgré tout sur le logement ? Non, enfin, je pourrais vous le concéder et pour vous faire plaisir, ou faire plaisir à certains, mais c'est tellement pas la réalité. Vous l'avez dit et vous avez eu la gentillesse de relever que les professionnels reconnaissent mon engagement, mon volontarisme. S'ils n'avaient pas été là, la crise serait encore beaucoup plus profonde. C'est pour ça qu'on a fait un plan d'urgence et que j'y ai tenu. Une enveloppe de 10 millions d'euros qui ont permis de sortir de terre 7000 logements. Donc c'est le symbole de l'état d'esprit. La crise, elle est majeure en Europe, en France, et nous sommes une des métropoles qui résiste le mieux. Mais je ne peux pas m'en satisfaire. Donc je n'ai pas envie de vous dire autocongratulation parce qu'heureusement qu'on a fait les bons choix au bon moment, quand il y a encore autant de pression. Autant de grands métropole Lyonnais. Qui résiste le mieux, il faut prendre vraiment de la distance pour s'en rendre compte, parce que pour les habitants, la crise, elle est là. Mais bien sûr, c'est pour ça que. Mais je vous réponds à vous sur ce ton-là, parce que vous m'interpellez sur un éventuel échec ou une réussite. Je pense que c'est le fruit d'une volonté, le fruit d'un volontarisme. Nous arrivons à sortir des logements, mais pas assez. Donc oui, il faut garder cette volonté pour le prochain mandat. Oui, il faut continuer à vouloir construire et construire plus parce que nous ne pouvons pas tolérer une métropole où il y a encore 10, un peu moins de 10 demandes pour une seule qui aboutit dans le parc social, où des personnes s'appauvrissent dans le logement. Je suis très fier qu'on ait augmenté le fonds de solidarité logement. On en parle beaucoup moins, on parle beaucoup de la production de logements, mais ce qui est important, c'est aussi comment les gens arrivent à se maintenir dans le logement, comment on arrive à prévenir les expulsions, comment on arrive aussi à les accompagner par rapport à leur facture énergétique. Eh bien, nous avons augmenté considérablement, plus de 30%, le fonds de solidarité logement. Ça, c'est une réponse concrète au quotidien pour les grands Lyonnais et les grandes Lyonnaises. Donc, pas d'autocongratulation, il faut rester très déterminé, il faut vraiment tenir le cap, il faut se dire que malheureusement, les objectifs qui étaient fixés à horizon 2026, compte tenu de la crise qui est majeure, mais encore une fois, dans toutes les grandes villes européennes, eh bien, cet objectif, il faut l'atteindre le plus vite possible. Alors, dans les mesures concrètes, il y avait l'encadrement des loyers, les mesures phares en tout cas. Quand on regarde le marché, quand on regarde sur le Bon Coin les offres de logements sur Lyon, qu'on veut par exemple 3 chambres, on voit que la plupart des offres sont largement au-dessus des plafonds. Non, pas tout à fait, pas la plupart. Je vous le dis, puisque non, mais je me permets de vous interrompre, parce qu'il y a encore trop de dérogations, et notamment parce qu'il y a un élément qui est vraiment problématique, c'est ce qu'on appelle le complément de loyer. Ce qui fait qu'un propriétaire peut dire « Ah ben moi, il y a vue sur Fourvière, donc je rajoute un montant au loyer ». Le législateur, puisque tout cela est issu de la loi, nous avons candidaté à l'encadrement des loyers, nous, Métropole de Lyon. C'est un des premiers grands votes de notre majorité. Et donc, nous avons candidaté, nous avons mis en place l'expérimentation de l'encadrement des loyers, donc ce qui fait qu'il y a un gain de pouvoir d'achat pour bon nombre de Lyonnais et de Villeurbanaises et de Lyonnaises. Donc ça, c'est très important. Mais oui, il y a encore malheureusement un contournement, mais qui est, j'ai envie de dire, encore rendu possible. C'est pour ça qu'avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, c'est pour ça qu'avec le maire de Montpellier, Michael Delafosse, nous étions réunis à l'Hôtel de Ville de Paris la semaine dernière, et puis que cette semaine, j'irai au Sénat. Il y a une audition au Sénat, je suis auditionné au Sénat avec Yann Brossat, qui s'engage particulièrement dans cette cause, pour demander la pérennisation de l'encadrement des loyers, parce que les premiers résultats sont au rendez-vous, mais une pérennisation pas tout à fait à l'identique. Il faut absolument encadrer ce complément de loyer. Il faut aussi accompagner mieux le locataire, parce que c'est quand même difficile de dire à un propriétaire « Hey, le loyer est trop élevé, et donc je vais aller devant la commission départementale de conciliation ». On a peur. Donc il faut... ces logiques de surloyer qui font qu'on n'est jamais sûr d'avoir raison. Bon nombre de dossiers qui ont été présentés à la commission départementale de conciliation sont motivés par le complément de loyer et aboutissent. On a beaucoup de résultats de ce côté-là. Simplement, il faut pousser, accompagner
les locataires qui constatent que leur loyer dépasse le plafond qui a été voté dans les zones de Lyon et de Villeurbanne, et il faut les accompagner. Mais je vais ajouter autre chose. Il faut aussi raisonner plus largement. Pourquoi l'encadrement des loyers s'arrête à la limite de la Croix-Rousse et de Caluire, alors que quand vous êtes à Cuire, à la sortie d'un métro, il y a beaucoup de locations et qui, pour le coup, ne sont pas plafonnées. J'avais demandé au ministre Vergrit, donc il y a quelque temps, c'est vrai que les ministres se succèdent quand même depuis que Emmanuel Macron est président de la République, mais qu'on ait la possibilité, lorsqu'il parlait d'une grande loi de décentralisation sur le logement, qu'on ait la possibilité de mieux déterminer le périmètre. Là, ça relève peut-être du maire de Caluire. Vous vous présenterez peut-être à Caluire? Non, là, voilà, premier scoop. Je vous annonce que je ne serai pas candidat à la mairie de Caluire. Non, mais il faut raisonner avec la métropole qui a la compétence habitat, bien sûr en accord avec les communes, mais il faut raisonner dans un cadre d'un bassin de vie. Aujourd'hui, quand vous sortez d'un métro à Oulin, à Saint-Genis-Laval ou à Caluire, eh bien forcément, il y a une pression aussi sur la location, ce qui est bien normal. Je reviens sur les offres. Il y a effectivement les surloyers, mais il y a aussi beaucoup de colocations qui vont mettre des chambres à 700, 800 euros, ce qui fait des appartements qui sont largement au-delà du double du plafond. Et vous pourriez ajouter autre chose. Un phénomène qui est le co-living, ou un phénomène qui est la résidence-service, qui en fait vous dit, mais nous, on déroge à l'encadrement des loyers parce qu'on a des services dans notre résidence. Là, une conciergerie ou encore une laverie, sauf que vous les payez en plus. Et ça, bon nombre d'étudiants et d'étudiantes se reconnaîtront dans ce que je décris. Eh bien, c'est la double peine d'une certaine manière. Même, le loyer n'est même pas encadré et en plus, il y a des services payants bien souvent imposés. Donc, tout cela ne va pas. Donc, ce principe du co-living, ce principe de la résidence-service doit entrer dans le cadre de la loi. Vous voyez que c'est pour ça qu'on se mobilise, nous, élus locaux. Parce que si on laisse simplement une expertise gouvernementale, puisque vous avez peut-être vu que c'était le Premier ministre qui avait finalement lancé l'évaluation de l'encadrement des loyers, eh bien je crois que notre parole ne sera pas entendue. Vous avez pris la présidence du Forum des affaires sociales d'Eurocities avec un échange avec Zelensky récemment. Oui, Quel était le sens ? On a eu une assemblée générale de Eurocities à Braga, au Portugal, et je porte du coup tous les dossiers qui traitent des politiques sociales avec mes collègues élus d'autres grandes villes européennes. Et dans le cadre de l'Assemblée générale de Eurocities, il y a eu cet échange très fort avec les villes et régions ukrainiennes et en présence du président Zelensky qui a rappelé à quel point dans ce pays en guerre, dévasté, les collectivités jouaient un rôle majeur et que Eurocities, qui est le réseau de villes européennes, était le réseau ami, le réseau qui avait toujours entendu la cause de l'Ukraine. Il y avait eu un grand déplacement, d'ailleurs, auquel avait participé Grégory Doucet. C'est très important, ce lien des villes ukrainiennes et du reste des villes européennes. C'est par là aussi qu'on arrivera à œuvrer à la reconstruction. Et j'en viens cette fois au porte-parole de Voix commune. Coordinateur, mais Fouad Ramouni serait surpris que je m'arroge le titre de porte-parole. Vous avez suivi le congrès du PS ce week-end et puis les votes qu'il y a pu avant. Vous êtes dit, ça y est, le PS est de retour, ça vous a donné envie d'y adhérer ? Non, pas particulièrement. J'ai suivi comme tout homme et toute femme de gauche. Et j'ai constaté la nature des débats et puis malheureusement la situation à l'issue de ce congrès. Mais vous savez, ce n'est pas tout à fait mon état d'esprit. D'abord, je crois que nous avons besoin de tout le monde. Ici, par exemple, sur notre territoire, ici, dans cette ville de Lyon, nous avons besoin de la centaine de militants et de militantes socialistes qui feront partie, je le suis sûr, de l'équation. Mais je ne crois pas. Vous avez besoin de Mélenchon aussi, vous avez besoin de cette Je ne crois pas que l'élection municipale et métropolitaine se jouera sur une étiquette. Je crois qu'elle sera particulièrement âpre. Je crois que nous avons besoin d'un nouveau projet. Je crois surtout que nous avons besoin de femmes et d'hommes qui ne sont pas forcément encartés aujourd'hui, qui ont une sensibilité pour la transformation, une sensibilité de gauche, et qui veulent agir. C'est le cas de nos militants à Gerland, c'est le cas de nos militantes à Fézin. Pas un nouveau projet, mais c'est très important. Vous n'avez pas répondu sur Mélenchon, sur les filles. Mais on verra bien ce qu'ils feront. Oui, je crois qu'il y a toujours eu besoin d'une gauche unie. Je l'ai toujours pensé. J'ai même porté cette étiquette de la gauche unie en 2020. Je n'ai pas changé.
Je pense que nous avons besoin, et je rappellerai toujours que la gauche unie, c'est toujours un combat, parce que il y a toujours eu des dissensions entre les socialistes et les communistes en 1981, comme aujourd'hui entre une partie des socialistes et des insoumis. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons surtout besoin d'être en position de porter un projet, que ce soit au niveau national comme au niveau local. C'est-à-dire d'être dans cette position de responsabilité, ancrée sur nos valeurs de gauche, et de pouvoir proposer un projet. C'est pour ça que je me désole de partis qui passent des heures, des semaines, des mois, voire des années à s'écharper, à mettre des lignes rouges, alors qu'il y a des valeurs auxquelles il ne faut jamais déroger. Mais il faut absolument travailler un projet. Moi, quand je vois Boris Vallaud qui parle vous n'adhérerez pas au PS? Non, mais quand je vois Boris Vallaud qui parle de démarchandisation, je me dis qu'il y a là peut-être un élément, le jour où il y aura des mesures concrètes, qui peut amener des choses. Quand j'entends les écologistes parler de sécurité alimentaire, je me dis que nous avons une contribution. Quand je souhaite, avec Voix commune, que nous parlions de sécurité sociale et environnementale, je pense que nous avançons. C'est là que nous arriverons à changer le quotidien des Françaises et des Français, des Grands Lyonnais et des Grandes Lyonnaises. Et je crois qu'il y a besoin, parce que l'appauvrissement d'une grande partie de notre population est une sonnette d'alarme, et je ne voudrais pas que celles et ceux qui sont dans une situation de perdre aujourd'hui, qui se sentent les perdants, eh bien, soient attirés par le camp réactionnaire ou le camp libéral. Une dernière question, peut-être même un peu plus pour le politologue. Comment vous analysez le phénomène Jean-Michel Aulas, sa capacité à fédérer des électorats assez différents? D'abord, fédérer les électorats, faut-il encore qu'il y ait une élection? Et il n'a même pas besoin d'être candidat pour que... Oui, mais on mesurera au moment de l'élection s'il a fédéré. Non, mais pour répondre très concrètement, ce qui m'intéresse avant tout, ce qui me semble le plus important, c'est qui soutient Jean-Michel Aulas. J'ai vu les gens qui accompagnent Génération Aulas. Je vois que ça va de la droite fidèle à Retailleau, voire un peu plus à droite, jusqu'à Horizon. Donc c'est une forme d'union de la droite, me semble-t-il. Et puis, pour vous répondre un peu plus concrètement, je vois bien que par ses sorties sur les réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas cherche à rassembler le camp libéral, qui est le sien, et le camp réactionnaire, celui qui dit que c'était toujours mieux avant, qu'il n'y a pas de transition écologique, qu'on peut mettre la tête sous le sable et attendre que ça passe. Sauf que ça n'est pas la réalité de la situation. Mais ça fait un effet qui peut être redoutable électoralement. Mais bien sûr, que de rassembler le camp réactionnaire et le camp libéral, c'est une situation très préoccupante. Ça devrait nous appeler, chacun, chacune, toutes et tous, à la responsabilité, parce qu'à face à un tel rassemblement, il faut, je le crois, que la gauche se rassemble. Renaud Père, je vous remercie. Puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.